eu un nouveau jugement contre les époux Balkany aujourd'hui. Patrick Balkany, l'ancien maire de Levallois, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment aggravé et sa femme a 4 ans de prison, sa femme qui est maire par intérim de Levallois. Alors, blanchiment aggravé parce qu'en fait, les Balkany ont été convaincus d'avoir dissimulé au fisc beaucoup d'argent qu'ils ont utilisé notamment pour se construire des villas dans des pays plus ensoleillés que Levallois-Perret. Et c'est la deuxième condamnation des Balkany, puisqu'il y en avait déjà une en septembre, donc le mois dernier, cette fois pour fraude fiscale. Et là, Patrick Balkany avait été condamné à 13 ans de prison. Alors, première réaction... Pardon ? 5 ans ferme, non ? 5 ans ferme. Pourquoi est-ce que je dis 13 ans ? 10 ans d'éligibilité. Mais pour la condamnation précédente, pour celle de septembre, eh ben alors, bon, alors c'est moi qui suis allé trop vite. Merci de m'avoir corrigé. On va écouter cette réaction d'Isabelle Balkany à la sortie du tribunal. Pour elle, ce qui était important, c'est que, certes, cette fois, ils sont condamnés pour blanchiment, mais c'est blanchiment d'argent qui leur appartenait. Il n'y a pas eu de détournement d'argent public. Je voudrais simplement vous dire que comme nous l'avons toujours dit et comme cela a été confirmé publiquement et officiellement aujourd'hui, il n'y a pas un centime d'argent public, c'est uniquement notre patrimoine familial et il n'y a pas de corruption. Merci. Karl Meus, c'est pas facile de commenter une décision de justice à chaud comme ça, mais ça paraît à peu près équilibré, ou est-ce que, comme pour la précédente condamnation, on peut penser que la justice a eu la main lourde, pour faire un exemple ? Alors la justice n'a pas eu la main lourde parce que les réquisitions du parquet étaient plus sévères, c'était 7 ans de prison, donc là ils ont 10 ans d'inéligibilité aussi, mais au fond, si on prend le procès Juppé de 2004, en première instance, il avait écopé d'une peine qui avait été déjà aussi lourde, proportionnellement, c'était 18 mois avec sursis et 10 ans d'inéligibilité. Et en appel, décembre 2004, la peine d'inéligibilité avait été réduite à 1 an et les 18 mois étaient passés à 14 mois avec sursis. Donc au fond, ce qu'il y a surtout, on a tendance un peu à l'oublier, c'est que c'est la stratégie de défense utilisée par les Balkany en première instance qui était complètement, si vous me permettez l'expression, complètement foireuse. Le pauvre Dupond-Moretti a essayé d'appliquer une stratégie et Balkany s'est employé à la détruire. Je vous coupe 20 secondes, on va l'entendre, la stratégie d'Éric Dupond-Moretti. On requiert aujourd'hui contre cet homme, qui est peut-être aujourd'hui l'incarnation du mal absolu dans cette France qui devient puritaine, on requiert aujourd'hui contre lui ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Karl, je vous avais interrompu. Il y avait ça, mais il y avait aussi un autre exemple, c'est qu'à un moment, ils ont essayé de dire que Patrick Balkany était très affecté, très affaibli par la tentative de suicide de son épouse, et que cet homme de 71 ans, et là, Patrick Balkany a interrompu son avocat en disant « Non, non, j'ai que 70 ans, ne me vieillissez pas, genre la boutade, on va bien rigoler ». Et donc, ça détruisait complètement l'image qu'essayait de faire passer Dupond-Moretti. Et après, pendant tout le procès, au-delà de cette boutade, il y avait aussi une sorte d'arrogance, une sorte de supériorité, et ça déplaît aux juges, c'est évident. Donc de toute façon, on imagine très bien qu'ils vont faire appel pour au moins échapper à l'inéligibilité de première instance et éventuellement pouvoir se présenter aux élections municipales. Et il faudra voir vraiment au moment de l'appel quand il y aura la peine prononcée. Voilà, et comme j'ai dit une ânerie tout à l'heure, je la corrige à nouveau. Il y a donc eu, pour la précédente condamnation, 4 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité, contrairement à ce que j'avais indiqué. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps de lire le Figaro de ce matin, j'en doute pas. Il y avait un papier intéressant, il y en a beaucoup, qui raconte comment les Balkany sont toujours aussi populaire à Levallois, malgré ces condamnations à répétition, même si l'article avait été fait avant le dernier jugement. Paolo Levi, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'on puisse avoir eu des problèmes avec la justice et être populaire? Est-ce que ça ne nous rappelle pas un peu quelques responsables de premier plan italiens qui ont pu être Premier ministre, par exemple? Complètement. Je pense que là, vous faites un petit clin d'œil à notre ancien président du Conseil, Sylvia. Voilà, vous voyez un peu. Hein, nous aussi, on bosse. Hein, vous voyez. La momie, voilà. Et c'est exactement le même mécanisme. Lui, il l'a fait, disons, à l'échelle nationale, les Balkany à l'échelle de Levallois-Perret. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui, paradoxalement, renforce même le soutien à ces représentants-là quand ils sont persécutés, entre guillemets, parce qu'ils pensent justement qu'ils sont
persécutés par la justice. La stratégie de défense de Berlusconi a été toujours celle d'attaquer de façon très virulente la magistrature de gauche qui lui en voulait. Et il y avait toute une partie de la population qui croyait à cette thèse. Et c'est un petit peu la même chose avec les Balkany. Après, on peut tracer aussi un parallèle parce que et les Balkany et Berlusconi, c'est un petit peu des représentants d'un vieux monde qui, quelque part, avait aussi un certain charme. C'est-à-dire que c'est des personnes très attachantes et très empathiques. Ils arrivent, on disait une chose sur Berlusconi, pour le détester, il faut ne jamais l'avoir connu pour de vrai, ne jamais l'avoir croisé dans la rue. Moi-même, qui fustigeais Berlusconi en le regardant à la télé. Ensuite, je l'ai connu à Bruxelles quand on était au Conseil européen. Et c'était un homme qui vraiment avait cette capacité avec n'importe qui d'arriver à tisser un lien, une empathie très très forte. Je pense que les Balkany, à leur échelle, à Levallois-Perret, ils ont fait un petit peu la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui encore, quand on se promène dans les rues de Levallois, et on l'a pu voir quand Isabelle Balkany est descendue dans la place du marché le jour de l'incarcération de son mari ou le jour d'après, le jour suivant, il y avait toute la ville qui était à ses côtés. Donc c'est étonnant, mais le parallèle est tout à fait pertinent entre Berlusconi et Balkany. Si c'était le lien aussi avec l'argent, la manne de la défense et la manne de l'argent public dont ils bénéficient aussi. Et ils l'ont fait bien. Pour leur ville. Pour leur ville, bien sûr. Ouais. Nos internautes considèrent que oui, les Balkany sont des justiciables comme les autres, à 78%. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Écoutez cette réaction de Gianduja. La réponse est dans la question, du moins si l'on se base sur la loi. Si la justice doit se baser sur l'opinion personnelle, on peut très bien aussi se rendre à l'anarchie. Oui, ça c'est sans doute s'il y a une subjectivité trop grande pour les magistrats. Et cette réaction de Patrick, les Balkany populaires, pour l'interrogation, avec une ville en surendettement, pour l'interrogation. C'est vrai, Adrien Matou, que Levallois est une ville extrêmement endettée, mais encore une fois, apparemment, rien ne pouvait entacher la popularité de Patrick Balkany. Ça vous surprend comme journaliste politique ? Alors à première vue, ça peut surprendre parce que je pense qu'effectivement, à l'échelle nationale, je ne suis pas sûr que Patrick Balkany soit extrêmement populaire. À l'échelle de la ville, alors déjà, il y a ce côté je donne des grands claques dans le dos à tout le monde, je suis très sympa qui peut jouer. Mais finalement, l'endettement de Levallois peut avoir un rapport finalement avec la popularité. Ça veut dire que la ville investit beaucoup d'argent, fait beaucoup de projets, aide beaucoup les gens, et que les gens, forcément, ils ne pensent pas toujours à long terme, et ils voient ce qui se passe dans leur ville. Ils ont peut-être l'impression qu'elle est bien gérée. Un bon maire, Karl, c'est quelqu'un qui ouvre des crèches, qui distribue des cadeaux pour Noël, et c'était le cas de Patrick Balkany. Il faisait ce qu'on appelle du clientélisme, ce que fait l'Ancien Monde, mais il faut se rappeler qu'en 1983, quand il gagne la ville, c'est une ville pauvre de la banlieue parisienne qui était détenue par les partis communistes. Il gagne à 50,3, enfin c'est très peu. Et d'ailleurs, il y a un recours, il y a des tricheries, tout ça. Aujourd'hui, quand vous faites une élection municipale à Levallois, il y a 2 listes de droite au second tour. Non, mais il faut imaginer comment cette ville a été totalement transformée. C'était des ateliers, il y avait des usines de voitures, tout ça a été rasé aujourd'hui. C'est presque le 21e arrondissement de Paris. Le métro va directement là. Donc il y a toute une population de classe moyenne, plutôt aisée dans certains endroits, notamment proche de Neuilly, qui a complètement changé la physionomie de la ville et qui est satisfaite de ce que font les Balkany parce que ça leur profite. Ce commentaire de Mka Bronito, c'est la base du clientélisme, s'endetter pour acheter des voix. Alors acheter par des priori, pas directement, acheter par des équipements sportifs et des aides de toutes sortes. Caroline Valentin, est-ce que tout ça est très moral ? Vous avez 2 minutes. Oui. Est-ce que Balkany est très moral ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on d'abord sur l'endettement, est-ce qu'il est moral qui reste populaire ? Non, mais on ne prête qu'aux riches. Donc l'endettement d'une commune comme Levallois, qui bénéficie une fois de plus avec 3 autres communes de la manne de la Défense, c'est pas grave. La manne, ce sont les impôts locaux, l'ex-taxe professionnelle, payés par des entreprises en plus. Maintenant, la question initiale, c'était est-ce que Balkany est injusticiable comme les autres ? Et ça, c'est une question qui reste intéressante. Alors,
vous la posez à vos lecteurs. Je crois qu'en démocratie, quand on a un certain respect pour la justice, on ne peut pas tellement se prononcer sur la légitimité d'une peine sans avoir lu le dossier. Et aujourd'hui, ici, personne d'entre nous n'a lu ce dossier, donc personne n'est capable d'évaluer a priori, de savoir si 4, 5 ans de prison, c'est bien, c'est pas bien. À notre défense, le verdict est tombé il y a peu de temps, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se pencher dessus en détail. Même si vous aviez eu 1 ou 2 semaines de plus, vous n'auriez pas été dans le dossier, que vous n'avez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement commenter les arguments et les débats qu'auront des gens qui ont connu le dossier. Je crois que c'est assez important de le dire. Maintenant, ce que dit Dupond-Moretti, c'est assez intéressant. Il dit on requiert dans ce dossier-là moins que ce qu'on requiert pour les crimes de sang. Et ça, c'est intéressant, en fait. Parce qu'effectivement, ce qu'il est en train de dire, c'est que la justice vis-à-vis de Balkany est beaucoup plus ferme, beaucoup plus dure que la justice vis-à-vis des crimes de sang, en fait, des atteintes aux personnes. Et c'est vrai que là, il y a une plainte généralisée dans les effectifs de la police, notamment, concernant les atteintes aux personnes, les agressions des personnes. Ils passent leur temps à dire on trouve la personne qui a agressé la vieille dame, mais elle ressort du tribunal aussi sec. On trouve la personne qui a violé la jeune fille, mais elle ressort de prison assez vite. Et ça, c'est une vraie interrogation qu'on peut avoir en démocratie, c'est de demander, peut-être à un organisme comme la Cour des comptes, mais ce n'est pas celle-là, mais peut-être à l'ENM ou je ne sais pas, de faire une vraie évaluation des peines selon les différents domaines. Moi, un viol me choque énormément et aujourd'hui, il n'est pas bien sanctionné. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de justice entre guillemets politique? On sanctionne plus volontiers un homme de droite qui s'est enrichi, élu, qu'un petit voyou à qui on trouve des excuses? Alors ensuite, après, on pourrait faire effectivement savoir l'étude des sanctions judiciaires qui ont touché les hommes de droite ou les hommes de gauche. Ce qui est clair, c'est que dans l'affaire Balkany, ça a mal commencé, puisque la décision c'était quand, la fois dernière? C'était en septembre. C'était en septembre. Elle s'est accompagnée d'un mandat de dépôt. Mandat de dépôt qui, juridiquement, n'était absolument pas justifié. Donc, on avait c'est-à-dire que Patrick Balkany est parti en prison directement. Immédiatement. Ça veut dire que Patrick Balkany était considéré comme étant un danger pour la société et qu'il fallait donc l'enfermer pour qu'il ne lui apporte pas atteinte. On ne voit pas comment un justiciable, comment un mis en examen dans un dossier de fraude fiscale peut constituer un danger pour les gens autour de lui. Ou même, est-ce qu'on imagine Patrick Balkany fuir le Valois, la France, voire l'Europe pour échapper à la justice? Ça semblait quand même grotesque. D'ailleurs, c'est ce que son avocat a condamné fermement. Et sa demande de mise en liberté sera examinée le 22 octobre. Ce qui est intéressant de dire, c'est que cette fois-ci, sa condamnation n'a pas été accompagnée d'un mandat de dépôt. Elle aurait pu l'être en dépit du fait que Patrick Balkany était en prison, et ça aurait rendu la demande de mise en liberté, l'examen de la demande de mise en liberté, plus périlleux. Ça aurait forcé ses avocats à demander une autre demande de mise en liberté. Puis un deuxième point, c'est qu'ils peuvent demander aussi la confusion des peines, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer qu'il a eu 5 ans cette fois-ci et 4 ans la fois dernière, donc 9 ans en tout, ils peuvent demander de faire en sorte qu'il n'ait que 5 ans, c'est-à-dire la peine la plus importante. Ça aussi, on va peut-être voir. Voilà, ça peut-être va répondre à la question, est-ce que Balkany est injusticiable comme les autres? Et puis, pour relativiser ce que j'ai dit quand même entre les hommes publics de gauche et de droite, il faut quand même rappeler que Jérôme Cahuzac, ancien ministre socialiste du budget, avait été lui aussi lourdement condamné pour évasion fiscale. D'abord, il a mis très longtemps, il n'a pas eu de mandat de dépôt. Il n'a pas eu de mandat de dépôt, il n'a pas fait de prison ferme. Il n'a pas fait de prison et il n'a jamais mis un pied en prison, il a un bracelet électronique. Alors on saura si pour 5 ans de prison versus 4, Balkany va en prison ou s'il a un bracelet électronique. Mais encore une fois, je reviens aussi là-dessus sur la stratégie de défense utilisée. Ça joue énormément. Ça a énervé les juges mais pour oui, dire les choses un peu et oui. crûment. Et il y a un moment, c'est peut-être pas bien la réaction des juges, mais ou du parquet. Mais ils ont voulu peut-être se le payer vous êtes en train de parce la justifier. On ne peut pas justifier la partialité des juges. Ils n'ont pas à réagir au fait qu'un bidule est discourtois, que truc est un peu nerveux. Voilà, et ils doivent. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une manière de regarder sa faute présumée. Ça va au-delà de l'attitude. Dans le cas de Balkany, on a l'impression qu'il est prêt à recommencer dès qu'il aura l'occasion, quand il regarde sa défense. Voilà. Faisait un grand mea culpa. Il n'y a pas beaucoup de remords. Voilà. Emma 77 a cette remarque, un peu perfide peut-être. La semaine prochaine, pourrons-nous parler de Richard Ferrand, d'Alexandre Benalla et de tous les gens de la Macronie qui échappent à la justice? Alors, quand même, Emma 77, il faut dire que ce n'est pas fini. Richard Ferrand, il a été mis en examen, mais il n'a pas encore été acquitté. Donc, pour l'instant, il est entre les mains de la justice. Et puis, cette question...
peut-être en forme de conclusion, cette question du pénenchon, le clientélisme des maires, n'est-il pas à la base même du rejet de la politique en France? Écoutez, voilà, c'est un sujet de réflexion pour le week-end. On avait parlé d'Éric Dupond-Moretti, l'avocat des Balkany. Eh bien, le revoilà, mais dans un autre sujet qui n'a rien à voir. Il y a ce matin une tribune qui est signée dans le Figaro par une quarantaine de personnalités, dont Éric Dupond-Moretti, dont l'ancienne ministre Françoise Nyssen, mais il est vrai qu'elle est une femme du Sud, des comédiens très connus comme Pierre Arditi ou Jean Reno. Et de quoi est-ce qu'il nous parle ?